Bonjour, donc comme ça a été dit, donc moi je suis ici dans le cadre de mon stage de Master 2 que je réalise avec Esmeralda Longépé, et la présentation que je vais vous montrer maintenant s'inscrit dans le travail que je réalise sur les 5 mois, qui est donc une étude de la perception et de la représentation des paysages à Mayotte par ses habitants. Donc la présentation d'aujourd'hui va se concentrer sur l'aspect un petit peu théorique et conceptuel, on va dire, du travail, qui est nécessaire pour ensuite faire le travail d'analyse et de méthodologie. Donc, pour introduire cette réflexion, il m'a semblé intéressant de présenter ces deux photographies donc, qui ont été prises sur le terrain. La première où on voit en fait la baie de Chiconi, et la deuxième où on voit un paysage donnant sur les pointes du nord de l'île. Donc plus intéressant que le paysage en lui-même, ici, ce qui nous a attiré, c'est en fait, les deux messieurs qui sont présents sur la photographie. En fait, ils revenaient de leurs travaux du champ, et nous avons surpris en fait, à contempler la vue. Donc, nous leur avons demandé, et ils nous ont précisé qu'à chacun de leur retour du travail, ils prenaient le temps de se poser ainsi et d'admirer le paysage. Donc, si cela a particulièrement retenu notre attention sur le terrain, c'est parce que le paysage est considéré depuis longtemps par les différentes disciplines scientifiques occidentales comme un concept propre à quelques sociétés uniquement, à savoir donc l'Europe, la Chine et le Japon. Il s'agit certes, comme nous allons essayer de le montrer, d'une notion dont l'apparition est situable dans le temps et dans l'espace, et dont on peut retracer l'évolution jusqu'à nos jours. Donc de ce fait, le paysage fait partie de ces concepts qui sont culturellement inscrits, et cette idée a induit l'idée qu'il n'était dès lors applicable que dans les sociétés qui avaient vu son émergence et que nous avons donc que venons de citer. Donc après avoir retracé l'apparition puis l'évolution au sein des disciplines telles que la géographie de ce concept, on va donc pouvoir se demander si le paysage est à ce point spécifique à la culture occidentale, qu'il renvoie à des représentations culturelles particulières, est-il possible et même pertinent de chercher à étudier ce concept dans un contexte culturel autre? Et si c'est le cas, quelles sont les pistes qui existent aujourd'hui pour ouvrir de façon pertinente ce concept et l'étudier ailleurs tout en conservant ce qui fait qu'il est aujourd'hui intéressant? Donc pour comprendre pourquoi cette question se pose même, il est important d'envisager que le paysage n'a pas toujours existé et qu'il est le fruit d'une construction sociale relevant de considérations esthétiques. Donc le concept et le mot étaient ainsi inexistants dans le monde antique, et le mot paysage en lui-même fit sa première apparition dans le courant du XVIe siècle dans plusieurs langues européennes. On trouve ainsi sa première occurrence dans un dictionnaire français, donc en 1549, où il renvoie directement à l'aspect visuel de l'espace. Il est intimement lié à la pratique picturale, puisqu'on le décrit comme une peinture sur toile représentant une vue champêtre ou un jardin. D'autres définitions viennent à la suite, et le sens s'élargit peu à peu pour passer d'un terme technique, donc comme il était dans un premier temps, à un terme plus générique. Donc pour devenir dans un deuxième temps l'ensemble du pays, et enfin dans la définition de 1573, l'étendue de pays que l'œil peut embrasser dans son ensemble. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que cette définition de 1573, c'est aujourd'hui celle qui continue de faire consensus dans la définition actuelle du paysage, et c'est celle qu'on trouve dans le dictionnaire. Donc on peut voir qu'il y a eu en fait que le terme s'est répandu peu à peu dans l'Europe et est passé d'un terme à la fois au début technique pour glisser dans le vocabulaire plus courant et plus général, donc dans différentes langues, comme on l'a vu d'abord en italien et en français, puis en allemand et en anglais, donc issu du terme Landschaft flamand, qui était lui aussi initialement utilisé comme un terme technique par les peintres. Ce n'est donc que peu à peu que la signification du mot va s'étendre pour recouvrir la notion de vue d'ensemble d'une portion d'espace, de médiation du regard. Donc qu'est-ce qui a accompagné cette inscription du paysage dans la culture occidentale et dans l'art? Donc on va dire que tout d'abord c'est la découverte de la perspective, donc qui amène la notion de profondeur des champs et la succession des plans de vision. Donc ce que l'on apprend toujours aujourd'hui lorsqu'on évoque le paysage, donc premier plan, deuxième plan, troisième plan. Donc cette découverte technique, de cette découverte technique a découlé en fait un processus de distanciation, une nouvelle représentation de l'espace qui crée un peu une relation d'altérité et de différenciation avec ce qui est donné à voir,
C'est un peu ce que montre du coup là le tableau d'El Greco par exemple. On peut voir que du coup grâce à la perspective, il y a différentes unités de vision qui se détachent et que ça organise donc l'espace d'une nouvelle façon. Et que c'est un peu nous, toujours ce qui nous reste quand on se pose pour regarder un paysage, toujours ce réflexe de se placer un peu hors du cadre, de prendre du recul et de la distance pour regarder ce qui s'offre à nos yeux. Dans un deuxième temps, ce qui a accompagné cette évolution du paysage, c'est l'évolution de la conception de la nature et de l'environnement. Avant le Moyen-Âge, la nature et l'environnement est plutôt considéré comme quelque chose d'altérité, de menaçant et d'hostile en opposition à la société humaine, on va dire. Et à partir de la Renaissance et justement de l'art pictural du paysage, il y a la volonté d'apprivoiser entre guillemets la nature, tant d'un point de vue matériel, donc avec le développement de la culture, etc., mais également d'un point de vue du regard, puisque du coup l'art paysager devient en quelque sorte ce qui est nécessaire pour circonscrire l'espace qui autrefois était sauvage et qu'on avait du mal à s'investir. Donc c'est entre guillemets aussi en se l'investissant dans les tableaux et dans l'art que apparaît le thème paysager. Donc, on peut donc dire que l'éducation à l'œil, à la peinture et à toutes les formes artistiques qui en dérivent ont peu à peu façonné le regard paysager et les sensibilités paysagères que nous avons toujours aujourd'hui. Ça s'inscrit donc de façon... On peut dire que ça a quitté un peu le domaine purement esthétique et de l'art pour peu un peu infuser la société. Et pour montrer un petit peu ça, j'ai pris un exemple. Donc, vous avez ici à gauche donc un tableau réalisé en 1782 qui représente une vue de Tivoli, donc typiquement paysagère, avec un premier plan, un second, la ville dans le fond, etc. Et à droite, une des images. Donc c'est une des premières images qu'on tombe quand sur Google on tape, on fait la recherche paysage italien. Et on retrouve qu'effectivement, il y a exactement le même point de vue qui est adopté. On retrouve en fait cette succession de plans qui correspond à ce qui était fait dans le tableau. Donc, il faut bien se rendre compte que cette attitude de se placer sur un point de vue, un observatoire, pour montrer cette vue, ça n'a rien de forcément spontané, mais c'est aussi parce qu'on a toutes ces représentations picturales en tête. Donc, à la suite de ce point étymologique, on peut voir que le concept de paysage est aujourd'hui un terme extrêmement polysémique et pluridisciplinaire, dans la mesure où il a été repris par énormément de disciplines qui ont peu à peu détourné son sens initial pour l'enrichir et l'étoffer et se l'approprier selon les points de vue des disciplines. Donc bien sûr, d'abord l'histoire de l'art, plus récemment le paysagisme, également l'écologie. Donc là en exemple, j'ai mis un schéma de la démarche scientifique adoptée en écologie du paysage, qui pour le coup met de côté toute la dimension artistique et esthétique, puisque ça se concentre vraiment sur le paysage comme plus un niveau d'échelle sur lequel on peut étudier et observer quelles sont les interactions entre les éléments du vivant, qui n'a absolument rien à voir avec la définition initiale du paysage, mais également en géographie et en psychologie, avec la notion de représentation. Donc, en plus d'avoir infusé la culture dans son ensemble, on peut dire que la notion de paysage et le concept a été repris par énormément de disciplines qui l'ont enrichi. Intéressant aussi de noter que c'est à la fois par les sciences humaines et par les sciences dures, mais que jusqu'à très peu de temps, son utilisation et son application restaient justement restreintes à des terrains géographiques qui avaient vu l'émergence du paysage, donc principalement l'Europe. On va dire les principales pensées, comme on va le voir, théories du paysage, sont ici de cet endroit-là. Donc on peut ensuite faire un point en fait, sur du coup, l'évolution du concept du paysage en géographie, qui a un peu suivi le même mouvement entre tendance de géographie physique, entre guillemets, qui se rapproche plus de l'écologie, et géographie humaine, qui se concentre plus sur l'étude des perceptions. Donc c'est dans un premier temps l'influence naturaliste qui a prédominé, donc où en fait on prenait en point de départ l'espace et non pas l'individu. La tendance s'est inversée ensuite. Donc l'étude paysagère a d'abord privilégié la description du milieu. Un beau paysage était en fait, entre guillemets, un paysage qui fonctionne bien d'un point de vue écologique, de la biodiversité, et la géographie s'est penchée sur cette tendance-là pendant un temps. Aujourd'hui, ça paraît dépassé d'exclure totalement l'homme de la notion de paysage, mais c'est ce qui a été le premier mouvement. Dans un deuxième temps, c'est les approches liées à la perception et à l'interprétation du paysage qui ont été les plus fortes, au début du XXe siècle, qui en fait, on a déplacé le curseur tout à fait de l'autre côté et on est passé de l'extrême des sciences physiques jusqu'aux sciences humaines. Et c'est enfin plus tard, en fait, au sein de la géographie paysagère contemporaine,
que le souci d'unifier les considérations morphologiques et socioculturelles, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu plus globale de tous les éléments qui font paysage, qui est apparue. C'est notamment la position qui est occupée par Augustin Berck, qui est un des penseurs majeurs de la géographie en Europe et en France, qui a du coup souhaité placer le paysage entre guillemets à mi-parcours entre le côté sciences dures de la géographie et le sens la plus psychologique, etc. En essayant de réunir le côté écologique et symbolique du paysage. Montrer qu'on pouvait avoir une position un peu plus médiane et du coup avoir une vision un peu plus englobante pour l'étudier. Donc comme on peut le voir, le paysage a suscité énormément de théories, donc à la fois en géographie mais également dans d'autres disciplines. Cependant, par rapport à notre thématique, ce qu'on peut constater, comme vous allez le voir ici en décrivant les deux principales, c'est qu'elles ont principalement été centrées et concentrées sur les zones géographiques, toujours, principalement l'Europe, concrètement. Donc c'est le cas pour la théorie de l'artialisation d'Alain Roger, donc, qui est un philosophe et qui expose dans son court traité du paysage que c'est le genre pictural paysager qui a vraiment modelé notre regard pour nous donner à voir le paysage. Et donc ça reprend un petit peu l'idée qu'on a exposée tout à l'heure, mais lui affirme concrètement que s'il n'y avait pas de peinture, il n'y aurait pas de paysage. On ne serait pas capable de le voir. C'est vraiment le domaine artistique qui a fait évoluer notre regard. Pour faire un peu plus concret, ça rappelle un peu la thèse d'Oscar Wilde qui disait qu'avant Turner, il n'y avait pas de brouillard à Londres, parce qu'on ne le voyait pas. Ça donne un peu l'idée qu'il y a besoin d'une vision artistique avant pour nous donner à voir les choses auxquelles sinon on ne ferait pas attention. Et une autre théorie majeure, toujours d'Augustin Berck, qui expose dans ses 5 propositions pour une théorie du paysage qu'une société paysagère, et donc une société qui a une sensibilité et des perceptions paysagères, est une société qui a nécessairement un mot pour dire le paysage, des représentations picturales du paysage, des représentations littéraires et des jardins d'agrément. Donc, qui finalement réduit énormément les sociétés paysagères. En fait, lui, selon ces critères-là, il considère, comme on l'a dit, qu'il n'y a que le Japon, la Chine et l'Europe qui y correspondent. Ce qui, bien évidemment, nous pose problème, dans la mesure où nous, on cherche justement à étudier ces perceptions dans un cadre culturel autre, tout particulièrement dans un contexte où il n'y a pas de mots pour le dire. Donc à Mayotte, effectivement, il n'y a pas de mots qui correspondent exactement en shimaoré ou en kibushi au terme de paysage. Et du coup, pose la question de comment se pencher sur ces perceptions paysagères si déjà on a du mal à considérer que ça puisse être une société paysagère comme l'entendaient les grands théoriciens jusqu'à maintenant. Donc ça a été un problème qui a été soulevé en premier lieu par l'anthropologie, qui s'est intéressée à ces questions-là, notamment Philippe Descola, qui a mené un cycle de conférences là-dessus et s'est intéressé sur les perceptions paysagères des populations en Amérique du Sud. D'autres ethnologues se sont penchés sur la question, notamment Gérard Lanclus, qui soulignait le fait que c'était effectivement un peu absurde de priver, entre guillemets, la moitié de la planète de perception paysagère juste parce qu'elle n'avait pas de mots pour le dire ou qu'on considérait que du coup ça ne collait pas à nos critères. Donc c'est ce qui exprime un peu cette citation lorsqu'il dit « Tout ce qu'un homme sait du monde ou ressent face à lui ne figure pas dans les entrées du dictionnaire de sa langue ». Ce qui paraît effectivement faire sens. Donc lui, ce qu'il propose, c'est de chercher d'autres catégories qu'on trouve dans les sociétés qui leur permettent de penser le paysage autrement. Donc c'est un champ du paysage et une espèce de renouvellement du concept qui du coup se fait depuis ces dernières années. Donc en anthropologie, mais aussi en géographie, en philosophie, qui se sont penchés sur ce problème de traduction culturelle pour ouvrir progressivement ce concept et dégager de nouvelles pistes de réflexion. Donc on va se concentrer par exemple en géographie, c'est toute la réflexion sur les paysages sensibles ou sensoriels, qui partent du principe que ce n'est pas parce que dans notre culture on donne une prédominance à la vue pour déterminer les perceptions paysagères, justement du fait qu'on a été habitué avec l'art pictural de se le représenter comme tel, mais que d'autres sociétés peuvent développer des sensibilités paysagères qui s'expriment à l'aide des autres sens, l'ouïe, l'odorat, etc. Juste à titre d'exemple, ici c'est une carte mentale qui a été réalisée dans le cadre d'une étude sur la perception de la nature en ville. Et on voit, du coup, c'est une habitante à qui on a demandé quel était pour elle son paysage, et elle décrit du coup ici le bruit du vent dans les feuilles, le bruit de l'eau qui coule, etc. Donc c'est d'autres approches qui sont développées aujourd'hui pour un peu essayer d'évaluer comment est-ce que ça peut se faire. Notamment des réflexions au travers sur le paysage du quotidien de l'habitant, voir en quoi
le paysage n'est pas forcément finalement quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose qu'on peut voir de tous les jours, mais auquel on a quand même un rapport particulier. On peut dire que de manière générale, la géographie aujourd'hui cherche d'autres signes de rapport réciproque entre la représentation de l'espace par le sujet et l'évolution de l'espace selon cette représentation. Autrement dit, voir en quoi les représentations qu'on a de l'espace s'y inscrivent et le marquent physiquement, et à l'inverse, comment l'espace physique modifie et transforme nos représentations à son tour. Donc, généralement, c'est comme ça que... Donc, c'est dans cette logique-là et en suivant ces pistes-là que se situe notre réflexion à Mayotte aujourd'hui. Donc pour le moment, on est toujours dans la phase d'analyse des résultats, donc nous n'avons que des résultats préliminaires. Mais quelques pistes qu'on a pu voir, c'est que par exemple, il y avait un lien entre la distinction entre paysage et lieu qui était à définir et à creuser ici. Par exemple, le fait que la plupart des Mahorais, lorsqu'on leur demande quel est leur paysage préféré, n'indiquent pas un paysage qui pour nous semble carte postale et nous semble le premier qui viendrait à l'esprit, comme celui des plages. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une perception paysagère qui s'exprime par un lien affectif sous d'autres lieux, et que ce n'est pas pour autant du coup qu'il n'y a pas une vision paysagère. Même chose par rapport au paysage sensoriel. Ce qu'on a pu remarquer pour le moment, c'est qu'il y avait peut-être moins un recours à la vue, que les gens décrivaient moins intuitivement une vision panoramique, mais qu'en revanche ils mettaient plus en avant l'usage d'autres sens, tels que la vue, l'odorat, etc. Enfin, on a pu voir qu'on essaye aussi de questionner la notion de paysage itinérant. C'est vrai que nous, dans le sens où on l'entend, un paysage, normalement, c'est un observatoire. C'est nous qui prenons le temps de s'arrêter et de regarder dans l'espace. Ce qu'on a pu montrer, c'est que les gens ne partagent pas forcément cette expérience-là. Ça ne leur vient pas l'idée de nous dire que oui, ils s'arrêtent pour regarder dans le paysage. Et ils nous parlent plutôt d'endroits que nous, on aurait tendance à considérer comme utilitaires, par exemple les champs. Sauf que nous, on a pu voir, par exemple, sur le terrain, que oui, effectivement, quelqu'un qui avait dit que son paysage préféré, c'était son champ, il nous a dit que tous les matins, pour le trajet qui le rend jusqu'à son champ, il fait une pause à un endroit précis qu'il connaît et qu'il fréquente et qu'il fait à chaque fois pour regarder sur le paysage. Donc il y a aussi la question de se demander comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces sensibilités paysagères dans la mesure où les gens c'est juste qu'ils ne l'expriment pas forcément de la même façon que les gens qui sont de la culture occidentale, mais ça ne veut pas dire que c'est pas présent pour autant. Donc pour conclure, le paysage a été effectivement un concept effectivement marqué culturellement, qui a subi différentes évolutions et qui a été repris sous des acceptions vraiment très différentes et qui a eu des évolutions épistémologiques assez compliquées, mais qui est aujourd'hui en plein renouvellement, notamment du fait justement de cette réflexion sur une ouverture du concept pour qu'il soit peut-être moins strict et qui puisse permettre de le penser différemment pour notamment l'appliquer à des terrains géographiques autres.